Juste avant que la vidéo ne commence, je préfère vous prévenir que j'ai laissé un message à la fin qui est très important pour la suite de la chaîne. Je mettrai des timecodes, donc vous en faites pas. Si ce message vous intéresse pas ou s'il vous gave, vous pourrez directement en fait quitter la vidéo. Je mettrai des timecodes pour dire à partir de quand ce sera le message et voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonne vidéo. Parmi les 12 constellations liées au Gorudo Saints, les saints liés à celle du Sagittaire ont toujours eu un traitement spécial. Si ce n'est Gestalt dans Seiya Next Dimension, les possesseurs de la Flèche d'Or ont toujours été parmi les saints les plus dévoués à leur déesse, et ce, quelle que soit l'époque. La Flèche d'Or que ces chevaliers d'or arborent si fièrement est d'ailleurs une preuve de cette dévotion sans faille, car celle-ci leur a été remise pour protéger la paix et l'amour sur Terre. Un tel présent de la part de quelqu'un qui a horreur des armes est pour moi une énorme preuve de confiance ainsi qu'une récompense pour une loyauté à toute épreuve. Et d'après ce qui nous a été montré dans les différentes œuvres entourant Seiya, on se rend compte que c'est quand même vachement le cas pour les chevaliers nés sous cette constellation. Je vais donc essayer à travers cette vidéo de comprendre et d'analyser le rôle que chaque chevalier du Sagittaire connu à ce jour a joué dans les différentes œuvres environnant le monde de Seiya. Ohayo mina Seiro et aujourd'hui on va parler des 4 saints du Sagittaire. Le premier chevalier d'or du Sagittaire qu'on a découvert dans l'œuvre originale est Aiolos, et c'est sûrement le plus connu d'entre tous. Aiolos fait partie avec Saga les chevaliers d'or les plus âgés à l'époque et avec le plus d'expérience. Il était donc naturellement aux côtés du chevalier des Gémeaux, pressenti pour devenir le prochain Pope, commandant de l'armée d'Athéna. Malgré sa dévotion envers Athéna et son amour profond pour la justice, dans l'esprit commun ainsi que dans le sien d'ailleurs, il ne faisait aucun doute que Saga serait choisi à sa place, tant Gemini était considéré comme un dieu vivant sur Terre. Ce fut donc pour le grand frère d'Agiolia une immense surprise quand le grand Pope Chion le désigna comme chef des 88 constellations. J'aimerais quand même faire une précision ici qui m'a été faite par un abonné lors de ma vidéo sur les Gémeaux. Ce commentaire disait que dans ma façon de présenter les choses, on avait un petit peu l'impression que je minimisais la crédibilité du chevalier du Sagittaire et que Aiolos n'est pas juste un choix par défaut. Et cet abonné a totalement raison. C'est vrai. Aiolos est totalement crédible dans le rôle de Pope, on est totalement d'accord là-dessus. Par contre, ce que je voulais signifier, c'est que malgré le fait qu'il était un candidat totalement crédible, Saga restait selon moi plus légitime sur plusieurs points, et c'est juste mon avis. Mais qu'on soit d'accord, ça n'enlève absolument rien au prestige et à la classe d'Aiolos. Si vous avez vu ma vidéo sur Saga, ou si vous avez tout simplement lu l'œuvre, vous n'êtes pas sans savoir que le chevalier des Gémeaux assassina et usurpa l'identité du Pope Chion. Le gardien de la 3e maison ayant disparu pile poil au moment où le Pope a complètement changé de comportement, peut-être que Aiolos s'en est rendu compte ou se doutait de quelque chose, en tout cas c'est une simple supposition. Parce qu'au moment où Saga a voulu assassiner le Pope, Aiolos put l'en empêcher et fut par la même occasion la première personne à découvrir la supercherie. Et c'est donc là que commença les problèmes pour notre chevalier à la Flèche d'Or. Il fut donc injustement accusé de haute trahison et de tentative d'assassinat sur la déesse Athéna qu'il venait pourtant de sauver. S'ensuit donc une chasse aux sorcières à l'encontre de Aiolos qui tomba nez à nez avec Shura du Capricorne. Shura étant plus jeune et moins expérimenté qu'Aiolos, le chevalier du Sagittaire, selon moi, aurait dû avoir l'avantage sur son adversaire. Mais celui-ci refusa de combattre à fond afin de protéger le nourrisson qu'il tenait dans ses bras. Ce nourrisson qui était le seul réel espoir de survie, de la paix et de l'amour sur Terre. Il réussira finalement à s'échapper tout en gardant intact le petit corps de la déesse qu'il protégeait. Dans les derniers instants de sa vie, il fit la rencontre de Mitsumasa Kido, à qui il confia la vie d'Athéna et quelque part le destin de la Terre. Beaucoup supposent qu'Aiolos s'est éteint là, mais il est dit que son corps n'a jamais été retrouvé. Il existe donc certaines théories qui supposeraient que Aiolos soit toujours en vie. J'avoue que je n'ai pas vraiment creusé le sujet, mais selon moi, je pense quand même que c'est totalement impossible qu'il soit en vie. Déjà, comme on va le voir dans la suite de la vidéo, la mort du Sagittaire est très importante. Elle est très importante car celle-ci va pousser les bronzes à avancer dans leur quête lors de la bataille des 12 maisons. Oui, parce que le déclencheur de l'avènement de Seiya, de Shiryu, de Hyuga et de bien d'autres saints, c'est la mort d'Aiolos.
Sentiment qui est d'ailleurs renforcé dans la 9e maison. Au vu du message laissé par Aiolos, on voit très bien que les chevaliers sont particulièrement attachés à lui et à son héritage. Donc si jamais il se trouve que ce dernier est en vie, pour moi, ça reviendrait à complètement briser le mythe bâti autour de ce dernier. Mythe qui fait d'ailleurs partie des bases et des fondements de Saint Seiya. Et la deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que Aiolos soit en vie est tout simplement une question de cohérence de l'histoire. Si Aiolos était en vie, pourquoi ne serait-il pas venu aider les chevaliers de bronze lors des moments cruciaux au lieu de juste envoyer son armure à Seiya? D'ailleurs, le fait qu'il envoie son armure à Seiya, c'est encore une espèce de symbole. C'est pour montrer que Seiya est son successeur. Et vu tout ce que représente l'armure du Sagittaire, comme on le verra, c'est clairement pas anodin. En vrai, comme je l'ai dit, je ne me suis pas penché sur les arguments qui défendent cette théorie en détail. Et peut-être que les défenseurs de cette dernière ont des arguments de poids pour contrer toutes les raisons que j'ai avancées. C'est possible. D'ailleurs, si vous êtes vous-même partisan de cette théorie, ça m'intéresse réellement de vous lire. Vous avez juste qu'à mettre ça en commentaire et je vous attends. Pour en revenir à notre cher Aiolos, il faut comprendre que celui-ci n'a pas fait que léguer son armure et Athéna. Il a également légué sa volonté aux jeunes saints qui deviendront les figures de la justice, de l'amour et de la paix sur terre. Et c'est d'ailleurs particulièrement le cas de Seiya qui est sûrement le saint ayant le plus hérité de la volonté d'Aiolos. Et en fait, pour moi, c'est peut-être ça que signifie la non-trouvaille du corps du Sagittaire. C'est une façon de faire comprendre que même si celui-ci a disparu et est sûrement mort, sa volonté, elle, est immortelle et continue et continuera à vivre dans Seiya, Shiryu, ainsi que tous les saints qui protégeront Athéna même après sa mort. Aiolos est un véritable exemple pour tout l'ordre de la chevalerie. Il est la définition et l'incarnation de ce que doit être un serviteur d'Athéna. On pourrait peut-être même dire que c'est un cliché en fait. Courageux, sûr de lui, sacrifice de soi. Si j'ai moi-même défini Seiya comme le saint de l'espoir, il faut peut-être reconnaître que le premier saint qui a donné un espoir de survie à cette planète, c'était sûrement Aiolos. Si la particularité des Gémeaux est que la discorde finit toujours par s'installer entre les frères qui partagent cette constellation, la particularité des saints nés sous la protection de l'étoile du Sagittaire réside dans le fait que, exactement comme la flèche d'or qui les caractérise, ils sont là pour ouvrir le chemin afin de guider les autres saints vers le droit chemin. Car tel est le véritable rôle des saints possédant cette flèche d'or qui est censée servir à rien d'autre qu'à la justice. En fait, Aiolos est celui qui porte le mieux le titre de saint, car en effet, mort comme un martyr, il était sûrement le plus saint des saints. Le prédécesseur d'Aiolos dans The Lost Canvas est Sisyphe du Sagittaire. Il est l'un des chevaliers d'or les plus mis en avant dans l'œuvre. Bien qu'en réalité, chaque Gold a eu son moment de gloire et a son propre background. Cependant, Sisyphe est l'un des plus connus car il a été vraiment mis en avant dans l'anime qui s'est malheureusement arrêté avant la fin du manga, comme vous le savez tous. Tout comme Aiolos, le Sagittaire de cette époque est d'une dévotion sans faille envers sa déesse. Il sera à la fin de sa vie considéré comme l'un des gods les plus braves et dévoués. Par contre, il n'a pas toujours eu un parcours facile, lui qui a été dans l'ombre de son demi-frère Ilias du Lion, qui l'avait sauvé d'un incendie quand il était jeune. Sisyphe a plutôt mal vécu le fait d'être dans l'ombre d'un génie comme son aîné, car étant du même sang que le god saint du lion, il n'en était pas pour autant aussi talentueux. L'histoire de Sisyphe, c'est donc l'histoire d'un garçon qui n'était pas si prometteur, mais qui par la force de sa détermination a gravi les échelons jusqu'à arriver là où il était à la fin de sa vie. En plus d'avoir eu un entraînement plutôt rude aux côtés de son demi-frère, l'épreuve pour acquérir l'armure du Sagittaire est extrêmement relevée, car il doit affronter un autre Gold Saint et réussir à toucher ce dernier. Il s'agit ici de l'Ugonis des poissons, qui n'est d'autre que le maître d'Albafika. Cette épreuve est doublement risquée, car de 1, il s'agit d'un Gold Saint, mais en plus, vous n'êtes pas sans savoir la particularité si cruelle qui entoure le destin des chevaliers liés au signe des poissons. Je parle bien évidemment de leur sang empoisonné. Au terme d'un affrontement très compliqué pour le jeune saint qui était Sisyphe, celui-ci réussit l'épreuve et put ainsi obtenir l'armure d'or du Sagittaire. Mais ce n'était pas fini pour lui. Sur les recommandations de Ilias, le pape soumis Sisyphe à une dernière épreuve afin de dissiper tous ses doutes. Il le mandata donc pour aller chercher le manuscrit de la guerre sainte. Lors de son voyage, il fit la rencontre de Archès, la chef des Pythis. Les Pythis sont des gardiennes censées protéger l'oracle de Delphès. Archès soumit donc Sisyphe à une illusion, le faisant affronter ses deux compagnons futurs chevaliers d'or, Aspros et Rasgado. Puis il fut confronté à son double maléfique, ce qui le mit face à son destin qu'on développera plus tard dans la vidéo. Et même après avoir passé cette fameuse épreuve, il fut confronté à un dernier obstacle, son maître et frère Ilias.
l'aîné proposa à son cadet de quitter le sanctuaire ainsi que l'armée d'Athéna afin de ne plus souffrir. Bien évidemment, le chevalier d'or refusa et engagea un combat contre son maître, mais ce combat prit fin au moment où Sisyphe découvrit que Ilias souffrait d'une maladie respiratoire. 2 ans après cet événement, Ilias mourut, et 2 ans plus tard encore, voyant son armure entrer en résonance avec celle de son défunt frère, il comprit que le fils de ce dernier, se nommant Régulus, était toujours en vie. Sisyphe se mit donc en tête de retrouver son neveu. Mais la recherche de son neveu concorde également avec l'un des événements les plus importants de la vie de Sisyphe, l'un des événements qui a fait que parmi les personnages de The Lost Canvas, il est peut-être l'un des plus importants. Je parle bien évidemment de sa rencontre avec la réincarnation de la déesse Athéna, Sacha. Pourquoi cette rencontre est importante? Parce que c'est en quelque sorte l'action de Sisyphe qui a déclenché le début de la guerre sainte. C'est cet événement qui a mené à tout ce qui s'est suivi dans l'histoire de The Lost Canvas. Ces événements continueront pendant des années à le hanter, si bien que dans le monde des rêves, c'est ces actions-là qu'il se remémorera sans cesse. Pendant une bonne partie de l'œuvre, Sisyphe sera un personnage tourmenté, et ce, malgré sa puissance et son titre de chevalier d'or. Mais grâce à l'aide de Pégase et celle d'Athéna, ainsi que celle de Alcide, il put se libérer de ce fardeau. Sisyphe n'a peut-être pas pris tout de suite conscience du destin qui était le sien. Il n'a pas tout de suite réellement compris que même parmi les 12 Gold Saints, qui ont tous un rôle particulier dans l'œuvre, lui possédait un rôle encore plus spécial de par les missions qui lui étaient confiées, comme celle de chercher la réincarnation de la déesse Athéna, ou même celle d'enquêter sur les dieux jumeaux ainsi que sur les dieux des rêves. Sisyphe, comme Aspros et Rasgado, est un espèce de pont entre l'ancienne génération de Gold Saints et celle ayant participé à l'actuelle guerre sainte. Comme les autres Sagittaires, il est un exemple de droiture et de dévotion pour les autres saints. Toute sa vie, à l'aide de sa flèche d'or, il s'appliquera à montrer le chemin à suivre. Son exemplarité est telle qu'il sera le premier choix de sage pour le succéder en tant que pope. Et le meilleur exemple de détermination est justement à la fin de la vie du Sagittaire. Dans le dernier assaut de l'armée d'Athéna, Sisyphe se retrouva confronté à Eak du Garuda, un des 3 juges des enfers. Le spectre usa de son Gyarakta Desu Bring pour contrer l'attaque du juge des enfers. Sisyphe, sans la moindre hésitation, se perça les 2 yeux. Il atteigna donc ainsi le 8e sens, autrement dit l'Arayashiki, ce qui lui fit côtoyer un tout autre niveau. Après cet acte de bravoure, il vaincut donc son adversaire et put se diriger vers la porte du Lost Canvas, en compagnie des autres saints qui étaient encore en vie. Une fois devant cette porte, Sisyphe se porta volontaire pour passer le test du pharaon, qui consiste à peser la pureté de son cœur. Il arracha donc son propre cœur et mit à nu la supercherie du spectre et le terrassa avant de s'effondrer raide mort. Rien de plus normal vu qu'il a perdu son cœur, n'est-ce pas? Sauf que dans un dernier élan de courage, malgré le fait qu'il ne possédait plus de cœur, il se releva pour aider Chion et Régulus à ouvrir la porte à l'aide de l'Athéna exclamation. Cet acte héroïque révèle non pas d'une dévotion et d'une détermination, mais plutôt du miracle. Comment un homme qui n'avait plus du tout de cœur pouvait encore être en vie et se relever pour lancer une dernière attaque? Comment un homme qui n'avait même plus de cœur pouvait-il encore tenir debout et lancer une attaque d'une telle puissance? La réponse pour moi, c'est tout simplement que le cosmos doré de Sisyphe avait remplacé momentanément son cœur. Une fois son dernier acte héroïque accompli, il confia la vie de sa déesse à ses compagnons, puis s'éteigna pour de bon. Sisyphe, à travers son courage, son acharnement, a comme Aiolos montré la voie aux autres saints. Après la mort de Rasgado, il était en quelque sorte l'aîné des 12 chevaliers d'or et il accomplit son rôle à la merveille, exactement comme Aiolos. Lui qui a été tourmenté par ses actions qui étaient pourtant justes a fini par mourir comme un véritable héros. Et parmi tous les martyrs de cette guerre sainte, c'est peut-être lui le plus marquant. Tout comme Aiolos, il a su embrasser le destin de sa constellation, bien que son histoire diffère pas mal de celle de son successeur. Seiya, celui qui était à l'origine le chevalier de la constellation de Pégase, a toujours été pressenti pour devenir le chevalier d'or du Sagittaire. Cependant, il faut noter que Seiya est officiellement Gold Saint que dans Omega, même si d'après Neximension, il sera assurément le successeur de Aiolos. On va donc s'intéresser principalement à Seiya et à ses actions en tant que chevalier du Sagittaire. Par contre, je pense qu'il est important pour la bonne compréhension du personnage de revenir un tout petit peu sur son histoire avant son accès au plus haut rang parmi les saints. Comme je l'ai déjà dit, Seiya est le saint par excellence. Il a montré la voie à suivre à ses frères, que ce soit dans l'arc du sanctuaire, celui de Poséidon,
et même dans le Mekai. Au sanctuaire, il est le premier à montrer la voie vers le 7e sens, même s'il semblerait que Shun le maîtrisait déjà, ce dont je ne suis pas totalement sûr, mais bon, c'est possible. N'empêche que c'est bien Seiya le premier à l'utiliser devant les autres. C'est donc bien lui qui montre la voie à Shiryu et Hyuga, et peut-être même dans une certaine mesure Aiki. Dans l'arc de Poséidon, c'est lui qui sera le premier à revêtir l'armure d'or du Sagittaire et à brandir la flèche d'or contre le dieu des mers. Et dans le chapitre du Mekai, c'est lui qui sauta en premier collé à Radamante dans le puits menant au royaume des morts et ainsi le premier à éveiller son Arayashiki, après Shaka. Naturellement, dans Senseiya Omega, Seiya prend le rôle du chevalier du Sagittaire comme tout le monde s'y attendait, titre qu'il méritait amplement d'ailleurs. En tant que Gold 5, il a sauvé Koga et Athéna de l'attaque de Mars, sans oublier qu'il avait participé à la guerre contre celui-ci quelques années plus tôt. Il sauva Koga à une nouvelle reprise d'ailleurs. Mais là où le rôle de Seiya en tant que chevalier du Sagittaire a vraiment été exposé, c'est lors de l'affrontement avec les Palalistes. Durant cette bataille, exactement comme avait fait son aïeul Sisyphe dans The Canvas contre Hadès, Seiya prit le commandement de l'armée d'Athéna. Il mènera les troupes jusqu'au palais de Pallas où lui-même affrontera le garde du corps de la petite sœur d'Athéna, Titan. Lors de ce combat, il prit non seulement ses responsabilités en tant que chevalier d'or, mais également en tant qu'aîné, puisque comme il montra la voie vers le 7e sens à ses frères, il montra la voie vers l'Oméga aux jeunes saints de bronze qui étaient présents à ce moment-là. Titan même reconnut la détermination incroyable dont faisait preuve Seiya ainsi que son leadership. Le combat final contre Satan ne vient qu'accentuer ce que je pense. Seiya qui se sacrifie après avoir montré la voie et surtout donné l'exemple aux jeunes saints de bronze récemment éveillés à l'Oméga. Moi je pense qu'on peut dire que Seiya s'est sacrifié pour sa déesse et pour protéger la nouvelle génération de chevaliers. Bon, vous savez comme moi qu'en réalité Seiya n'est pas mort, ce qui je pense lui donne un peu moins de poigne que les autres Gold Saints présentés jusqu'à présent. Puisque là où Seiya en fait il n'y a pas un réel sacrifice, les autres il y en a vraiment. Mais cela ne retire rien au fait que lui aussi semble avoir une destinée où il montre la voie à suivre à ses compagnons. Et surtout, n'oublions pas que malgré tout ça, il reste une vraie légende parmi les saints. Comme pour les Gémeaux, l'histoire du saint du Sagittaire dans Next-Dimension Gestalt diffère de ce qu'on a connu avec les autres saints. Il y a bien longtemps, Gestalt possédait un cheval du nom de Tanya. Malheureusement, ce cheval mourut suite à une maladie. Après la mort de son ami, Gestalt pleura pendant 3 jours et 3 nuits. Il supplia alors Ulysse de ramener à la vie son animal défunt. Ulysse lui expliqua que personne ne possède le pouvoir de faire revenir les morts. Malgré cette vérité du 13e chevalier d'or, Gestalt continua d'insister pour que Ulysse réalise un miracle. Dans sa grande bonté, le chevalier de l'Ophiuchus créa une illusion, faisant croire que Tanya vit à l'intérieur de Gestalt. Cette illusion entretenue par l'esprit du prédécesseur de Aiolos était tellement forte qu'elle trompait même l'entourage du chevalier d'or. Saori aidera donc Gestalt à se libérer de ce fardeau. Ici dans le tome 11 de Senseiya Next-Dimension, je pense que Kurumada essaie de nous montrer un espèce de alter ego de Aiolos. Un personnage mené par un but égoïste, contrairement à tous les autres chevaliers du Sagittaire. Son opposition avec Hyuga, elle aussi, est très intéressante, puisqu'on a la confrontation d'un personnage attaché à un passé où il a perdu un être cher, et un autre qui a été exactement dans la même situation, mais à réussir à s'affranchir de cette espèce de malédiction. Là où dans toutes les autres œuvres, c'est le Sagittaire qui montrait le chemin à suivre aux autres, ici, dans Next-Dimension, c'est le Sagittaire qui apprend des autres et qui se fait montrer le bon chemin par un jeune saint, et surtout par la petite Athéna. Un espèce de chemin inverse qui est très intéressant à étudier en tout cas et qui relève encore une fois du génie de l'auteur. Comme Sisyphe, Gestalt est torturé par son passé qui a continué à le hanter pendant des années. Et maintenant qu'il a pu s'en affranchir, tout le monde se demande bien ce qu'il nous réserve. En tout cas, je sais que certaines personnes pensent que les chevaliers du Sagittaire, tout comme les Gémeaux, se répètent à chaque génération et que c'est à chaque fois la même chose. Mais pour moi, et encore une fois, je le dis plusieurs fois, mais c'est mon avis, chaque chevalier d'or du Sagittaire a une histoire très différente et une façon d'être fait, une façon d'arriver à son objectif différent des autres. Yo, avant que vous quittiez la vidéo, j'aurais 3 petites choses à vous annoncer. Premièrement, j'aimerais remercier ma graphiste Jackella qui a un petit peu refait tous les designs de ma chaîne. Si vous avez été attentif, vous allez voir que mon logo ainsi que ma bannière ont changé. Et c'est bien évidemment elle qui a fait le petit chibi là qui me représente. Et du coup, je vous invite à aller voir son travail sur Instagram qui est d'une très grande qualité. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est 2 choses en une en fait. C'est déjà, vous avez vu que j'ai changé de matos. Enfin, j'ai changé de matos, non. C'est toujours mon même micro que j'utilise, mais je l'ai un petit peu perfectionné. Donc j'ai acheté ça, cette espèce de trépied. Et j'ai aussi acheté cette espèce de filtre. Oula,
J'ai acheté cette espèce de trépied et j'ai aussi acheté cette espèce de filtre anti-pop en fait. Genre j'ai pris la mousse et un filtre anti-pop. Je sais pas si c'est forcément nécessaire de prendre les deux, mais bon, je me suis dit, comme je suis un petit peu maniaque du son là, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup j'attends vos retours par rapport au son dans les commentaires, c'est ce que j'ai utilisé pour la vidéo et du coup j'espère que ça s'entend parce que voilà, j'ai quand même dépensé 44 boules pour ça, donc j'espère que c'est bien quand même, hein. Et en fait la véritable deuxième chose que je voulais vous dire, c'était par rapport à l'espace commentaire. Alors ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs on vient de dépasser la barre des 100 followers, donc si vous pouvez bien venir me suivre, vous voyez. Vous avez vu en fait que j'ai un peu passé un coup de gueule il y a pas longtemps, et ce coup de gueule c'était par rapport à l'espace commentaire. En fait c'était une personne qui s'amusait à écrire en majuscule et tout, et faut savoir que je sais pas si vous ça vous dérange, mais moi dans l'espace commentaire ça me gêne. Et je lui ai dit à la personne d'arrêter une fois, je lui ai dit d'arrêter une deuxième fois, et avec moi faut savoir, il n'y a pas de troisième fois. Bon, il disait même des trucs bons, il disait bonne vidéo et tout, etc. C'est cool, mais sauf que quand je te dis de faire un truc une fois et une deuxième fois et que tu le fais pas, c'est que je pense que c'est un petit peu de la provocation. Du coup, la personne, je l'ai bloqué et ce que je vais faire maintenant, c'est ça en fait. Quand des gens vont m'énerver ou en fait m'insulter gratuitement et tout, je vais juste bannir de la chaîne et c'est tout. Et du coup, j'en profite pour ajouter d'autres règles dans l'espace commentaire qui sont des règles par rapport à tout ce qui est commentaire du type first, etc. Rassurez-vous, vous serez absolument pas banni si vous mettez first ou quoi, on n'est pas non plus dans un régime totalitaire, hein, qu'on se dise la vérité. Par contre, votre commentaire sera automatiquement supprimé parce que je vais mettre juste ça dans les mots bloqués parce que, en fait, c'est pas méchant, mais c'est juste que c'est un peu inutile pour la vidéo. Genre, je trouve que ça pourrit un peu l'espace commentaire parce que il y a aucun intérêt en fait à mettre first. Même si les commentaires sont un petit peu méchants, violents et en fait condescendants et c'est un manque de respect envers ma personne, je vais pas forcément tout supprimer tout simplement parce que parfois même dans des commentaires abjects et totalement idiots comme ça, il y a une petite partie de trucs intéressants qui sont à retirer. Et personnellement, si je censurais ça, pour moi ce serait comme si je faisais une sorte de vraie censure en fait et c'est pas ce que je veux. Tout ce que je veux c'est en fait avoir un espace commentaire plus propre et plus sain en fait. Et je pense pas que ce soit particulièrement mauvais. Et enfin la troisième chose et la chose la plus importante, c'est tout simplement l'évolution de la chaîne et là on est déjà à 4000 abonnés et ce que je veux dire c'est que je suis pas totalement satisfait de ce que je fais sur YouTube. En gros, je trouve que mes vidéos, la qualité augmente, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup le manga. Mais je veux pas me cautionner qu'à ça parce que dans la vraie vie, j'aime pas que le manga, j'aime plein d'autres choses. Et au-delà de faire du manga, je vais aussi agrandir ma chaîne à une chaîne de pop culture, de culture aussi plus en général et de ce que je veux faire en fait. Et notamment, il y aura des trucs un petit peu plus, on va dire, portés sur mon continent qui est l'Afrique. Et notamment des trucs sur le pays où j'ai grandi, en fait, la Côte d'Ivoire. Et ça veut pas dire que vous aurez plus de vidéos sur Senseiya ou quoi, hein, pas du tout. Genre, il y aura encore du Senseiya, il y aura encore d'autres mangas, il y en aura même plein. Peut-être même que ça va rester sûrement le truc principal sur ma chaîne. Mais juste que si jamais vous voyez d'autres thématiques à plonger sur la chaîne, ne soyez pas surpris. C'est tout simplement parce que je veux faire ce qui me plaît avant tout. Et aussi surtout parce que c'est ma chaîne. Voilà, en tout cas je suis en train de préparer ça, c'est des trucs qui vont vraiment être cool. Si vous voulez pas regarder, encore une fois je pourrais comprendre, c'est pas forcément des thématiques qui intéressent tout le monde, bien que ça pourrait être intéressant pour vous de découvrir en fait d'autres cultures que vous n'avez pas vues si vous avez passé toute votre vie en Europe ou en France ou en Belgique. Sur ce, j'espère que j'aurais pas été trop long, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un like. Dites-moi aussi si vous aimez un petit peu le format un peu plus face cam, je pourrais le faire pour certaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero.